Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Namur et merci d'être venus si nombreux pour cette séance organisée dans le cadre du Printemps des sciences, un événement qui met à l'honneur pendant une semaine les sciences et les technologies à travers la Wallonie et à Bruxelles. Et si l'aventure spatiale commençait ici et aujourd'hui dans cet auditoire? Nous avons la chance exceptionnelle d'accueillir quelqu'un qui, un jour, comme vous, chers élèves, chers jeunes, s'est assis sur les bancs d'une école, puis d'une université, puis de plusieurs universités d'ailleurs, a nourri des rêves, des doutes, des envies, et qui en a fait son moteur de curiosité. Cette personne, c'est Raphaël Liégeois, futur astronaute belge qui séjournera d'ici 2 ans à peu près dans la Station spatiale internationale. Raphaël Liégeois, qui par ailleurs est un peu chez lui aujourd'hui puisqu'il est namurois. Raphaël Liégeois vient aujourd'hui vous raconter son cheminement, un parcours singulier fait de décisions, d'hésitations parfois, mais surtout d'une détermination qui l'a mené aux portes de l'espace. Il vous montrera aussi que les missions spatiales ne sont pas seulement des exploits spectaculaires, elles améliorent notre quotidien, inspirent les sciences et stimulent la recherche. À ce titre, l'Université de Namur a la chance de voir l'un de ses projets retenu pour une expérimentation à bord de la station internationale lors du séjour de Raphaël Liégeois. Ce projet, BiBlob, s'intéresse aux extraordinaires capacités de survie d'un organisme unicellulaire, le blob, capable de réparer son ADN après exposition aux radiations spatiales. Cette recherche fondamentale vise à enrichir nos connaissances avec l'espoir qu'elle trouve des applications futures en santé ou qu'elle contribue à mieux protéger les astronautes face aux radiations lors des missions spatiales longues. La recherche spatiale revêt bien des facettes et requiert de plus en plus une approche pluridisciplinaire. C'est dans cette perspective que l'UNAMUR a rejoint, il y a un peu plus de 2 ans, l'Alliance européenne Universée, un réseau de 7 universités européennes qui est dédié au spatial et à ses impacts sur la Terre et sur l'humanité. Ce sont autant de questions de recherche et d'enseignement que les universités doivent essayer de comprendre et autant de perspectives d'études pour les jeunes qui rêvent des étoiles en pensant que l'espace leur est inaccessible. Je vous souhaite un excellent moment de partage. Merci à tous les collègues de l'UNAMUR pour l'organisation, ainsi qu'à Belspo et à l'Agence spatiale européenne pour leur collaboration. Et je vous propose maintenant d'accueillir chaleureusement Raphaël Liégeois. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Madame la rectrice, pour les mots d'introduction. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être ici un peu de retour à la maison. Je m'appelle donc Raphaël Liégeois et je suis astronaute à l'Agence spatiale européenne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de science, de vous parler d'exploration spatiale. Et pour parler de tout ça, j'avais envie de repartir du début. Souvent, on me pose la question, où est né ce rêve de devenir astronaute, et dans mon cas, je dirais qu'il est né dans les livres. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres, je lisais surtout beaucoup de bandes dessinées, c'est plus facile à lire, et je suis toujours un grand fan de Tintin. Et c'était ma façon à moi de découvrir le monde, ma façon à moi de voyager. J'étais avec lui à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, j'étais avec lui à la recherche du Temple du Soleil dans les Andes, mais l'album qui m'a le plus pris aux tripes et que j'ai lu des dizaines de fois, c'est l'album On a marché sur la Lune, où Tintin et ses compagnons vont donc à bord de cette magnifique fusée à damier blanc et rouge qui a, à mon avis, fait travailler l'imaginaire de nombre d'entre nous. Ils vont à bord de cette fusée pour aller jusque sur la Lune et marchent sur la Lune. Et il se fait que pendant ces années-là, pendant que je lisais ces albums-là, en Belgique, on a eu notre premier astronaute. Il s'appelle Dirk Friemuth et en 1992, il a donc été le premier Belge à s'envoler dans l'espace. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, mais en fait, les aventures que je lis dans mes livres, il y a moyen de les vivre en réalité. Dirk Friemuth les écrit et est en train de les vivre.
Et je dirais que c'est à ce moment-là que la graine de l'aventure s'est installée en moi et elle n'a fait que grandir. Et j'aime bien cette définition de l'aventure que donne l'écrivain Sylvain Tesson. Il dit que l'aventure, c'est arriver à rester fidèle à ses serments d'enfant, à ses rêves d'enfant. Eh bien, j'ai essayé d'être fidèle à ce rêve d'enfant. Alors, ça n'a pas toujours été en ligne droite, ça n'a pas toujours été sans doute. Je ne vais pas vous faire un exposé détaillé de ma biographie pendant les années d'adolescence, notamment, où on a des grandes questions de choix d'orientation universitaire, notamment. Donc, évidemment, il y a eu des doutes. Moi, j'aimais bien les maths, j'aimais bien les sciences. J'avais envie de faire quelque chose qui donne du sens à ce que je fais, qui ait une application sociétale. Mais voilà, il y avait plein de possibilités, plein de chemins qui pouvaient être pertinents. Et donc j'ai essayé d'être fidèle à ce rêve. Et j'ai donc postulé à l'université de Liège. Désolé, je fais un petit peu de publicité pour les concurrents, mais pour devenir ingénieur civil. Et la première phrase de ma lettre de candidature à l'université, c'était celle-là. C'était bonjour, je m'appelle Raphaël Liégeois, ça c'est normal, et je rêve de devenir astronaute. Et c'était un peu bizarre de commencer quand même une lettre de candidature par ça, c'est un peu osé. Et puis en même temps, j'avais envie que ce soit écrit quelque part, j'avais envie de le dire. Et donc c'est comme ça que l'aventure scientifique à l'université de Liège a commencé pour moi. Et ça a été 5 années que j'ai adoré. J'ai découvert différents domaines des sciences. On pourrait passer beaucoup de temps à décrire tous ces domaines-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais par exemple, le fait de se dire qu'on peut s'asseoir à une table et réfléchir à comment l'univers a été créé, donc et d'inventer la théorie du Big Bang, je trouve ça fascinant de se dire que ça peut être une vie de chercheur, de réfléchir à des questions comme celle-là. Je m'étais engagé dans la voie d'ingénieur civil plutôt avec l'idée d'aller vers l'aéronautique, l'aérospatiale, et puis j'ai découvert d'autres domaines, notamment l'imagerie médicale, que j'ai trouvé passionnant parce que c'est à la fois un exploit technique d'être capable de voir ce qui se passe dans le cerveau des humains en temps réel. Et puis, ça cochait un peu toutes les cases de ce que je voulais faire dans ma vie. Ça a des applications concrètes. On réfléchit à des questions qui parfois sont presque philosophiques. Qu'est-ce qui fait notre humanité, en gros. Et je me suis donc engagé dans une carrière de chercheur en neurosciences. Donc ma vie, ça a été ça pendant une dizaine d'années, d'abord à l'université de Liège pour mon doctorat, et puis dans différentes universités et instituts de recherche en Asie, aux États-Unis, et puis en Suisse. J'étais donc très bien dans cette vie-là, mais il y avait toujours ce petit rêve, ce petit quelque chose qui venait me titiller de temps en temps de devenir astronaute. Et un jour, j'ai lu dans la presse que l'Agence spatiale européenne lançait un appel à candidature pour sélectionner une nouvelle classe d'astronautes. Et ça n'arrive pas si souvent que ça. La précédente, c'était en 2008, c'était la classe de Thomas Pesquet. Et puis ici, c'était donc 2021. Et je ne vais pas revenir dans le détail des différentes étapes de la sélection. Peut-être juste dire quelque chose que moi j'ai trouvé chouette pendant cette sélection, c'est que c'était évidemment stressant, mais qu'à la fois j'étais extrêmement motivé par ce projet-là. J'y pensais tout le temps, ça devait d'ailleurs être un peu embêtant et lourd pour ma famille à ce moment-là, parce que j'étais obnubilé par ce projet-là. Et c'est une chance, je pense, dans la vie de temps en temps avoir des projets qui nous passionnent à ce point-là. Et souvent, on me demande quel est votre conseil pour devenir astronaute ou des choses comme ça. Mais je pense qu'un des conseils en général dans la vie professionnelle, c'est d'essayer d'arriver à identifier ces projets-là qui nous motivent autant. Et dans ma vie, il n'y en a pas eu énormément. Il y en a peut-être eu 2, 3, 4. Et ça a été un de ceux-là. Et je me suis vraiment donné à fond, comme je me suis rarement donné sur des projets. Ça a pris 18 mois entre la première étape en rouge à gauche et la dernière étape de l'annonce de la sélection en novembre 2022. Et on a abouti donc avec une nouvelle classe d'astronautes. En haut à gauche, vous voyez Pablo, qui est espagnol, qui est ingénieur en aéronautique. Au milieu, en haut, c'est Sophie Anneau, ma collègue française, qui est la première de notre classe à s'être envolée pour la Station spatiale internationale. Elle est actuellement dans la Station spatiale internationale. En haut à droite, il y a Marco Sieber, mon collègue suisse, qui est médecin. Au milieu, en dessous, c'est Rosemary Coogan, qui est astrophysicienne. Elle était chercheuse
en astrophysique. Et en bas à gauche, on a une collègue australienne qui s'est jointe à nous pour l'entraînement. Mais donc la nouvelle classe 2022 d'astronautes, c'est nous 5. Et juste pour l'anecdote, moi j'ai appris la nouvelle de ma sélection à peu près 2 heures avant l'annonce officielle de la nouvelle classe d'astronautes. Et mon réflexe, quand j'ai appris cette nouvelle-là, évidemment qui venait avec l'émotion que vous imaginez, ça a été d'envoyer un message aux gens qui m'accompagnaient ce jour-là, qui n'étaient pas avec moi parce qu'on était séparés des autres personnes. Ça a été d'envoyer un message, et ce message, c'était « Tintin va retourner dans l'espace ». Et j'avais pas préparé ce message-là, et ça m'a étonné de voir que Tintin ressurgissait autant d'années après. Mais j'ai réalisé qu'en fait, il m'avait accompagné pendant toutes ces années, et que c'était grâce à lui que j'étais sur cette photo-là, et que je suis aujourd'hui devant vous. Je vais revenir dans quelques minutes à l'entraînement des astronautes en soi, mais je voulais aussi dire quelques mots de l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce que c'est l'Agence spatiale européenne? C'est quelque chose qui n'était pas très clair pour moi non plus avant, quand je ne faisais pas partie de cette agence-là. Je pense qu'on connaît tous la NASA. Eh bien, l'ESA, c'est l'équivalent européen de la NASA. Et l'Agence spatiale européenne ne fait pas que des astronautes, ne s'occupe pas que des astronautes. C'est d'ailleurs une relativement petite partie de ce que l'Agence spatiale européenne fait. L'objectif de cette agence, c'est vraiment de développer des technologies spatiales et de les mettre au service de l'humanité. Donc, avec des applications terrestres, que ce soit à travers l'observation de la Terre, l'utilisation de GPS, etc., etc. Et donc, il y a plein de centres différents de l'Agence spatiale européenne. Un des centres, c'est le centre des astronautes, qui est à Cologne. Donc, nous, on a commencé notre entraînement à Cologne en 2023. On est arrivés tous les 5 avec nos valises à Cologne. Ce soir, je retourne à Cologne parce que c'est là que maintenant on est établi et tous les astronautes européens sont basés là. Mais il y a plein d'autres centres. Il y a un centre de développement technologique aux Pays-Bas. Il y a un centre d'observation de la Terre en Italie. Il y a des centres d'observation de l'univers en Espagne. En Belgique, on a un centre qui est spécialisé dans la cybersécurité et qui est juste en face de l'Eurospace Center, le long de la E411, quand on descend vers le sud. Donc voilà, il y a plein d'activités qui sont faites au sein de l'Agence spatiale européenne, et comme je le disais juste avant, l'objectif de cette agence, c'est de mettre ces technologies spatiales au service de l'humanité. On revient maintenant donc à l'entraînement des astronautes. Ça fait 3 ans que je m'entraîne et on a des journées très différentes les unes des autres, donc c'est difficile de vous parler de chaque journée. L'objectif principal, c'est de préparer les astronautes, donc de préparer les 5 que vous avez vus juste avant, à des missions spatiales. Et pour faire ça, il faut dans un premier temps remettre tout le monde à niveau sur différents sujets. Vous imaginez que Sophie, qui est pilote militaire, elle n'a pas la même expérience que moi en neurosciences. Et donc, il y a des cours qu'on doit reprendre pour avoir le background minimum et les connaissances minimales pour exécuter des missions spatiales vers, dans un premier temps, la Station spatiale internationale. J'ai quand même rassemblé donc quelques éléments ici de cet entraînement-là et puis de l'entraînement un peu ultérieur qui nous prépare vraiment à la mission à bord de l'ISS. Un premier élément, c'est l'entraînement à la robotique qui prend beaucoup de temps. Et là, c'est un peu un jeu vidéo. Et l'objectif, c'est d'utiliser un bras robotique qui est sur la Station spatiale internationale et qui est utilisé pour capturer des vaisseaux de ravitaillement, typiquement, qui ne peuvent pas s'arrimer automatiquement à l'ISS. Et donc, là, c'est un jeu vidéo. On a dans une main un joystick avec 3 degrés de liberté en rotation, dans l'autre main, un joystick avec 3 degrés de liberté en rotation, enfin, translation-rotation. Et puis, il faut de temps en temps aussi faire de la gymnastique mentale, passer du système de référence XYZ de l'ISS à celui du vaisseau spatial. Donc, c'est un exercice complet. Comme dans tous les entraînements qu'on a, on est en permanence observé par les instructeurs, etc. Donc, on est très entouré, très encadré pour continuer à progresser dans notre formation, mais c'est aussi, on est de façon constante observé, et c'est un des aspects qui est un des plus gros défis, je pense, de l'entraînement. L'entraînement médical, il n'y a pas en général tout le temps un médecin à bord de la station spatiale, et donc il faut qu'on soit capable de réaliser des opérations de sauvetage, de secours, parce qu'on sera en première ligne s'il y a une urgence médicale. Donc on s'entraîne à faire des injections intra-osseuses, on s'entraîne à faire des garrots, etc., etc. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup au sol.
Les vols paraboliques. C'est une petite partie de notre entraînement, mais ça vise à simuler la sensation d'impesanteur. Enfin, c'est même pas simuler, c'est produire la sensation d'impesanteur, mais pendant une vingtaine de secondes, parce que la Station spatiale internationale est donc en chute libre autour de la Terre de façon permanente. Ici, on a une chute libre, mais qui n'est pas permanente parce que on a une vitesse beaucoup moindre que la vitesse de la Station spatiale internationale, et donc on a une chute libre d'à peu près 20 secondes. On fait 30 paraboles, ça veut dire qu'on a une dizaine de minutes d'impesanteur. Et donc, c'est relativement peu par rapport à ce que on s'apprête à vivre dans des missions de plusieurs mois à bord de l'ISS, mais ça donne un bon premier aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. 2-3 autres éléments. L'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Alors ça, c'est un moment impressionnant parce que si je demande à chacun d'entre vous de dessiner un astronaute, vous allez dessiner quelqu'un avec un scaphandre. Enfin, je pense pour la plupart, pas quelqu'un avec un polo ou quelqu'un avec une veste bleue, mais quelqu'un avec un scaphandre. Et c'est comme ça aussi que moi, je m'imagine un astronaute et le travail d'un astronaute. Donc ça vise à se préparer aux sorties extravéhiculaires. C'est quoi une sortie extravéhiculaire ? Eh bien, la plupart du temps, les astronautes sont dans la Station spatiale internationale. Ils sont habillés complètement normalement. Il y a une atmosphère à l'intérieur de l'ISS, donc il n'y a pas besoin d'être habillé de façon spécifique. Par contre, de temps en temps, ils doivent sortir à l'extérieur de la station. Et pour faire ça, ils doivent mettre ce scaphandre. Et pour s'entraîner à ça, on le fait évidemment pas dans l'espace, on le fait dans une piscine parce que c'est ce qu'on a trouvé de plus proche pour simuler les conditions d'impesanteur. C'est pas tout à fait de l'impesanteur parce qu'on peut sentir si on a la tête en haut, en bas, etc. Mais c'est ce qu'on a trouvé de plus proche, c'est à Houston, dans une piscine American Size, 40 mètres sur 70 mètres, 12 mètres de profondeur avec une réplique à taille réelle de toute l'ISS. Et donc on est deux plongeurs, deux astronautes dans un scaphandre. Et on s'entraîne pendant une journée entière. Donc ça, c'est une partie super chouette de l'entraînement, mais qui demande aussi beaucoup de préparation. Ça, c'est des choses qu'on montre moins typiquement sur les réseaux sociaux, mais un entraînement comme celui-là, ça implique 50-60 personnes pour que l'entraînement puisse se passer. Et nous, on s'y prépare pendant une bonne semaine à temps plein. Donc c'est une journée intensive. On arrive à 6 heures à la piscine et on repart à 6 heures le soir après le débriefing de l'entraînement. La centrifugeuse qui vise à nous familiariser avec les accélérations. Peut-être que vous savez que pendant un lancement ou pendant la réentrée atmosphérique, on subit des accélérations. Donc les accélérations, elles sont habituellement mesurées en G, c'est-à-dire le nombre de fois le poids qu'on ressent. Et pendant un lancement typique des fusées de SpaceX qui nous emmène vers la Station spatiale internationale, on ressent 3, 4, un peu plus que 4 G pendant plusieurs minutes. Et donc là, dans mon cas, ça veut dire que je pèserais à peu près 300 kilos. Il y a des techniques de respiration qu'il faut apprendre pour être sûr de ne pas être trop mal à l'aise pendant le lancement et d'en profiter. Et puis enfin, la théorie. De nouveau, c'est quelque chose qu'on montre pas forcément énormément sur les réseaux sociaux, mais c'est, je pense, là où on passe plus que 50% de notre temps. Donc, il faut aussi être intéressé dans tous ces sujets-là, que ce soit la biologie cellulaire, la chimie, la physique, pour être prêt à faire notre rôle d'astronaute à bord de l'ISS, qui est de faire des expériences scientifiques. Je vais y venir dans quelques secondes. Mais ici, donc, je m'étais amusé à comparer un petit peu l'amplitude et la visibilité qu'on donnait aux différentes activités sur les réseaux sociaux comparées à la réalité. Et comme vous pouvez imaginer, on parle évidemment beaucoup des entraînements en piscine. Ça, dès qu'on le fait, on met 10 photos, des vidéos, etc., etc. Et on passe en réalité beaucoup de temps en salle de cours. L'objectif de cet entraînement, c'est donc pour nous d'aller vers la Station spatiale internationale. Je ne sais pas si vous avez tous en tête clairement ce que c'est la Station spatiale internationale, mais c'est ceci. Et si elle n'existait pas en vrai, on pourrait quand même se dire que c'est tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et c'est les échos que j'ai eus des astronautes qui ont déjà volé vers cette station, c'est de se dire que c'est absolument incroyable de se dire que nous, petits humains, on a été capables de produire ça. Elle a donc la taille d'un terrain de football. Elle vole à 28 000 km/h. Ça fait 8 km chaque seconde. Elle fait le tour de la Terre en 90 minutes. Ça veut dire qu'il y a une quinzaine de levées et couchers de soleil par jour qui sont vus depuis l'ISS. Et l'objectif des astronautes, le rôle des astronautes à bord
de l'ISS, c'est d'une part de faire de la maintenance de l'ISS. Vous imaginez bien que cette ISS, elle vole pas toute seule, donc il faut faire de la maintenance, de temps en temps réparer quelque chose. Frank De Windt, qui est le deuxième astronaute belge, m'a dit qu'il avait passé énormément de temps à réparer les toilettes de l'ISS. Ça fait partie des choses que les astronautes doivent faire. Donc un premier pan d'activité qui est donc la maintenance de l'ISS, et l'autre domaine d'activité, c'est les expériences scientifiques, parce que l'ISS, c'est un des seuls endroits, enfin le seul endroit où de façon prolongée, on arrive à avoir de la micropesanteur. Et tous les phénomènes qu'on a observés sur Terre, physiques, chimiques, biologiques, ils ont toujours été observés avec la présence de cette pesanteur. Et donc, si on enlève la pesanteur, eh bien parfois, il y a des choses surprenantes qui se passent. Et typiquement, les astronautes qui partent pour des missions de 6 mois, comme Sophie pour le moment, ou comme moi l'année prochaine, ils participent à 100-150 expériences. Donc, je ne vais pas vous parler des 100-150 expériences. J'ai pas encore eu d'entraînement, en fait, pour être honnête, sur toutes ces expériences-là. Ça dépendra des dates exactes du vol. Mais je voulais vous montrer 2-3 exemples de types d'expériences qui sont faites à bord de l'ISS et en quoi l'absence de pesanteur peut être utile. Dans le domaine de la science des matériaux, par exemple, on arrive à créer des matériaux qui ont une structure microscopique extrêmement régulière. Et ça, on n'arrive pas facilement à le faire sur Terre parce que la gravité génère des déformations, des asymétries dans la formation de ces métaux-là, notamment à cause de la convection qui peut avoir lieu quand les métaux se solidifient. Cette convection, elle n'a pas lieu sur l'ISS parce que, de nouveau, il n'y a pas de gravité qui indique où est le haut, où est le bas. Donc, grâce à ça, on arrive à vraiment créer des métaux qui sont extrêmement robustes, très solides, et c'est la même chose pour la formation de protéines, de cristaux, etc. Ça, c'est un exemple d'application. Un autre exemple, c'est la biologie cellulaire. Donc, ce qu'on a sur Terre, là où on développe la plupart du temps les cellules, c'est plutôt dans des boîtes de pétri. Je pense que vous avez tous vu plus ou moins à quoi ça ressemble. Et là, la gravité fait que naturellement, les cellules se développent plutôt en 2 dimensions. Alors que dans le corps, c'est plutôt en 3 dimensions. Dans notre cerveau, dans n'importe quel organe, c'est plutôt en 3 dimensions que ces cellules vont se développer. Et naturellement, dans l'ISS, comme il n'y a pas cette gravité, eh bien, les cellules qu'on laisse se développer, elles vont se développer plutôt en 3 dimensions. Donc ça, c'est un autre exemple d'application où on peut utiliser des cellules cancéreuses, normales, pathologiques, etc., etc. Et un dernier exemple, c'est le 5e état de la matière qui a été produit pour la première fois dans l'ISS en 2020. Vous connaissez les états de la matière normaux, entre guillemets, donc solide, liquide, gazeux. Il y a aussi le plasma qui est le 4e état de la matière. Et le 5e état de la matière, je suis pas un expert du domaine, donc il faut pas trop me challenger là-dessus, mais l'idée, c'est que il permet, cet état, d'observer les propriétés quantiques des matériaux à l'échelle macroscopique, alors que d'habitude, les propriétés quantiques, on arrive à les observer qu'à l'échelle microscopique. Et cet état, il avait été théorisé par Einstein au début du XXe siècle. Il l'avait jamais observé lui-même. Et c'est en 2020, à bord de l'ISS, qu'on a été capable, pour la première fois, de produire ce 5e état de la matière de façon prolongée pour pouvoir observer les propriétés de ce 5e état de la matière. Donc, un volet des expériences scientifiques qui sont faites à bord, c'est avec des visées d'application terrestre, et l'autre partie, c'est de pouvoir poursuivre l'exploration et de se servir de l'ISS comme tremplin vers des destinations plus lointaines. Donc l'ISS, elle est ici sur la gauche, à 400 km de la Terre. 400 km de la Terre, c'est pas si loin que ça, hein. C'est à peine plus loin que Paris si on part d'ici. Ce qui est surtout impressionnant, c'est la vitesse de l'ISS. Mais après, si on veut aller vers la Lune, comme via le programme Artemis, qui est pour le moment en cours et qui vise à ramener des hommes et des femmes à la surface de la Lune d'ici 2030, mais là, c'est 1000 fois plus loin. C'est 300 000 km, 400 000 km. Et si on veut même aller vers Mars, encore après, c'est encore 1000 fois plus loin. Donc ça demande des développements technologiques, ça demande de vérifier si le corps des astronautes est capable de résister à 6 mois d'impesanteur, voire plus, à résister à des radiations. Donc c'est aussi une partie du travail des astronautes d'être des cobayes, en quelque sorte, à bord de l'ISS pour développer des nouvelles technologies qui nous permettront demain de poursuivre l'élan de l'exploration un pas plus loin.
Et je voulais terminer cette petite présentation par une réflexion un peu plus personnelle sur pourquoi on explore et pourquoi on va dans l'espace. Et pour parler de ça, je voulais partager avec vous un moment que j'ai vécu il y a une bonne année, en octobre de l'année dernière, au Texas. J'étais en entraînement avec mes collègues de la classe que vous avez vu juste avant. Et SpaceX a annoncé à ce moment-là qu'ils allaient faire un lancement de fusée, de leur fusée Starship, qui est une des plus grosses fusées qui a jamais été construite. Et donc, on s'est dit, allons voir ce lancement. Moi, j'avais jamais vu de lancement de fusée avant ça en vrai. J'en avais vu sur YouTube, comme j'imagine la plupart d'entre vous. J'ai trouvé ça très impressionnant. Mais là, ce qu'on a vécu ce matin-là, il était 6 heures du matin, le soleil se levait. Il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées sur la plage pour regarder la fusée s'élancer, et il y a une vague d'émotions qui a pris tout le monde. Les gens se mettaient à crier, les gens se mettaient à pleurer. L'émotion nous a gagnés, nous aussi. Et c'était très impressionnant. Et je me souviens être rentré à la maison ce jour-là, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est tellement ému quand on voit ça ? Parce que il y a le spectacle son et lumière qui est certes impressionnant, il y a le défi technologique qui est impressionnant, mais moi je trouve une IRM tout aussi impressionnante, et ça n'a jamais fait pleurer personne. Alors pourquoi on est si ému devant ça ? Et je pense que c'est une question relativement complexe, un petit peu philosophique, et un élément de réponse, à mon avis, c'est qu'on a une certaine forme de fierté à se dire qu'on a été capable de créer des fusées comme celle-là. Que cette fusée-là, c'est pas la fusée de SpaceX, que cette fusée-là, c'est notre fusée à tous, et qu'on est capable de s'extraire donc de notre condition de petits humains sur Terre et d'aller explorer l'espace. Qu'on est capable d'aller prendre des photos de comètes qui sont aux confins du système solaire. Ça vient de la mission Rosetta qui a été pilotée par l'Agence spatiale européenne. Ils ont lancé une fusée, une sonde en 2004, et 12 ans après, elle est arrivée à aller se poser sur cette comète-là. Et je trouve ça absolument génial de se dire qu'on est capable de faire ça. Il y a une vidéo qui est disponible de je ne sais pas comment il faut dire, l'atterrissage sur cette comète, où on découvre vraiment un autre monde. Et donc de se dire que nous, on a été capable de faire ça, qu'on est capable d'envoyer des astronautes de l'autre côté de la Lune pour prendre des images comme celle-là. Moi, ça, c'est une des images qui m'impressionne, qui m'émeut le plus quand on parle d'exploration spatiale. Parce que quand on y réfléchit, on se dit, tous les êtres humains qui ont vécu, tous ceux qui vont vivre sur Terre, tous ceux qu'on connaît, tous nos amis, tous nos ennemis, tous nos amours, ils sont sur cette petite boule bleue, perdus dans le noir et suspendus à rien. Et je pense que c'est pour ça que ça passionne autant les gens, que c'est pas juste dépasser une nouvelle frontière, mais c'est d'une certaine façon construire un miroir de ce qui fait notre humanité. Et c'est pour ça que ça me passionne de faire partie de cette aventure de l'exploration spatiale. Il y avait déjà un petit peu cette dimension-là, je trouve, dans les neurosciences, où on explorait, où j'essayais de mieux comprendre les mystères de ce qui fait notre conscience, par exemple. Mais c'est encore plus fort, je dirais, pour ce qui est de l'exploration spatiale. Je vais vous laisser avec cette photo qui, à mon avis, résume bien l'esprit d'aventure. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de poursuivre l'aventure à votre façon, à de temps en temps lever les yeux au ciel et à oser rester fidèle à vos rêves d'enfant. Merci. Ton micro, voilà, merci beaucoup Raphaël pour ce témoignage. On va procéder à une session de questions-réponses. On va circuler dans la salle avec un micro pour pouvoir vous donner la parole. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que c'est un peu froid. Alors je vais me mouiller en premier. Toi qui es habitué au challenge, parce que je me suis un petit peu renseigné sur toi, et j'ai appris que tu avais fait des tas de choses absolument extraordinaires, notamment revenir de Singapour en vélo jusque Namur. Donc tu es quelqu'un qui est habitué à relever des défis importants. Et là, dans ta formation que tu as faite jusqu'ici, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je veux dire, tu as parlé du décollage ici, mais qu'est-ce qui t'a peut-être le plus impressionné? Mais globalement, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on soit capable de faire ça. Vraiment, quand on est à Houston et qu'on voit le centre de contrôle de la Station spatiale internationale,
on s'habitue presque à se dire qu'on a une ISS qui tourne autour de nous depuis 25 ans, mais de voir ce qu'on est capable de faire quand on se rassemble autour d'un projet, y compris sur des aspects un peu plus diplomatiques, qu'on pourrait qualifier d'idéalisme, de voir que l'ISS rassemble les Russes, les Américains. Elle a été créée quelques années après la chute du mur de Berlin, et que donc l'espace a permis à ces peuples-là qui se regardaient plutôt l'un l'autre à regarder ensemble dans la même direction. Ça, c'est quelque chose que moi je trouve génial, que j'ai envie de continuer à défendre. Alors évidemment, comme je disais, il y a une certaine forme d'idéalisme là-dedans, mais c'est un idéalisme que j'aime bien avoir et avoir en perspective. Et puis l'idéalisme, je sais plus, la formule, c'est il en faut beaucoup au départ parce que ça fond à la cuisson, ça réduit à la cuisson. Donc voilà, il faut toujours en avoir beaucoup au départ, et ça me plaît d'avoir cet idéal-là en perspective. On m'entend? Vous avez dit que pour vos études, est-ce qu'il faut être bon en maths pour faire astronaute ou pas? Il faut être très bon en maths pour être astronaute. Quoi comme calcul, précisément? Non. Donc pendant la sélection d'astronautes, ils testent plein de choses différentes, et le critère principal, je dirais, c'est de pas avoir de grosses lacunes. Donc ça sert à rien. Enfin, il faut pas être un champion du monde en maths, mais il faut pas avoir de trop grosses lacunes. Et il y a plein de tests, y compris des tests de maths pures. Moi, je me souviens avoir eu des trucs avec des équations de troisième degré, des trucs classiques qu'on a en fin de secondaire, début de parcours universitaire. Donc, il faut un niveau raisonnable, je dirais, en maths, mais il n'y a pas besoin, comme dans tout le reste, il n'y a pas besoin de courir un marathon en 3 heures pour être astronaute. Moi, je cours pas un marathon en 3 heures, je cours pas de marathon tout court d'ailleurs. Et donc, il faut un niveau raisonnable, mais pas la peine d'être ultra spécialisé. C'était pour demander, qu'avez-vous ressenti lors de votre premier vol en apesanteur? Le premier vol en apesanteur, donc lors du vol parabolique, c'est vrai que c'est un sentiment particulier parce que on endosse d'une certaine façon aussi le costume d'astronaute quand on se met à voler. En plus, ils nous avaient mis dans nos belles combinaisons de vol. Et la sensation, elle est très particulière, mais c'est un peu comme quand on est dans l'eau. Je sais pas si tu aimes bien nager ou moi j'aime bien faire de l'apnée de temps en temps. Et ben c'est un peu la même sensation, sauf qu'on peut respirer, donc c'est relativement plus confortable. Et donc je dirais que c'est principalement ça. Il y a aussi l'aspect plus désagréable, que l'oreille interne est complètement désorientée et que donc on est en général assez malade quand on fait ça. Mais la sensation d'impesanteur en elle-même est plutôt plaisante. Et les astronautes racontent que, par exemple, ils dorment en général plutôt bien, et parce que tout ça est confortable. C'est plutôt le retour sur Terre qui est plus difficile. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Vous restez combien de temps dans l'ISS avant d'aller sur la Lune? Donc les missions lunaires, ce sont des missions séparées des missions de l'ISS. On va pas sur l'ISS et puis sur la Lune, mais en général, ce qui est prévu pour l'instant dans le programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes vers la Lune, c'est que chaque astronaute ait fait une mission vers l'ISS avant de pouvoir aller vers la Lune pour faire ses classes, entre guillemets. Et donc le prérequis, c'est d'avoir une mission de longue durée sur l'ISS avant de pouvoir aller sur la Lune. Ça veut dire une mission de 6 mois, comme celle que je m'apprête à faire. Et puis après ça, on est éligible aux missions vers la Lune. Mais pour ça, il y a tellement de choses qui dépendent de décisions au plus haut niveau aux États-Unis, en Europe, au plus haut niveau parmi les partenaires aussi du programme Artemis. Donc, il n'y a aucune certitude que les Européens vont aller vers la Lune bientôt, mais c'est l'objectif quand même de l'Agence spatiale européenne d'avoir quelques astronautes européens qui vont retourner là-bas dans les années qui viennent, d'ici 2030. Bonjour.
quel est l'impact également de l'intelligence artificielle dans votre programme? Alors pour le moment, il n'y a pas d'application très concrète de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est limité. Il y en a et on essaye de plus en plus d'intégrer ça parce que, comme dans plein de domaines, il y a des applications potentielles. Et à mon avis, c'est parce que on veut rester avec un niveau de sécurité qui est le plus élevé possible. Et parfois, avec l'intelligence artificielle, on introduit un certain niveau de risque. Mais il y a des applications spécifiques comme par exemple le tracking des différents déchets orbitaux qui là est fait avec intelligence artificielle parce qu'on n'a pas des gens qui surveillent chaque débris orbital pour éviter et limiter le risque de collision avec l'ISS. Donc ça, c'est des applications un peu de niche qui pour l'instant sont trouvent une application de l'intelligence artificielle. Mais à part ça, nous à bord de l'ISS, il y a eu un genre de robot qui était en test pour aider les astronautes dans les procédures, etc. Ça n'a pas été ultra concluant, donc pour le moment, on continue l'ancienne méthode, je dirais. Vous aviez dit que vous allez on essaye de retourner sur la Lune, mais c'est quoi la différence avec l'ISS? Mais la Lune, déjà, il y a la distance. Donc, l'ISS, c'est une station qui est en orbite autour de la Terre. Donc, c'est relativement proche de la Terre. Je sais pas si tu as vu la slide là. Tu vois, l'ISS, elle est vraiment sur la trajectoire en pointillé bleu, là, autour de la Terre. Et la Lune, c'est beaucoup plus loin. C'est 1000 fois plus loin. Si on parle juste en termes de distance par rapport à la Terre, l'ISS, c'est 400 km. La Lune, c'est 400 000 km. Donc c'est 1000 fois plus loin. Le trajet pour aller jusqu'à l'ISS, c'est quelques heures. Le trajet pour aller jusqu'à la Lune, c'est au minimum 3 jours. Et donc, ça vient avec des défis technologiques qui sont tout à fait différents parce qu'on veut faire ça dans des conditions de sécurité optimales. Mais donc voilà, c'est principalement la distance, je dirais, qui fait la différence de difficulté technologique. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très fier de nous avoir comme représentants dans l'espace. Et je me sens complètement en résonance avec vous en tant qu'ancien marin militaire, aimant l'exploration aussi. Je voulais vous demander, concernant le futur programme scientifique à bord de l'ISS, celui que vous allez mener au niveau des neurosciences, c'est exact? Pour le programme scientifique, en fait, tous les astronautes sont à égalité, entre guillemets, et donc mon passé de neuroscientifique ne joue pas vraiment sur le programme scientifique que je vais faire. Donc, ça sera dans plein de domaines différents, pas que les neurosciences. D'accord. Et seconde question, c'est finalement, est-ce que vous allez, au sens large, abandonner la conquête de Mars pour plutôt retrouver la Lune, mais aussi peut-être voir au niveau de l'habitabilité de certaines planètes. Est-ce que vous allez rester quand même fixé sur Mars ou est-ce que il y a des projets à long terme d'explorer d'autres possibilités de planètes? Alors, en effet, il y a eu des visées, je dirais, d'aller sur Mars dans des délais qui ne semblaient pas très raisonnables, qu'on a entendu de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, on se reconcentre quand même plutôt sur la Lune parce que ça semble plus réaliste, que les technologies sont plus ou moins là, pas encore tout à fait, mais plus ou moins. Et donc, dans un premier temps, on va aller vers la Lune. Ça, c'est vraiment l'objectif du programme Artemis. Artemis, dans la mythologie grecque, c'est la petite sœur de Apollon. Et donc, il y a une filiature, un lien entre l'émission Apollo et l'émission Artemis. Et ça, c'est ce qui va occuper les différentes agences spatiales américaines, européennes et des différents partenaires dans les au moins 10 années qui viennent. Et après, tout ça dépend de la volonté politique qu'il y a derrière, de vouloir aller plus loin. De nouveau, on parle d'ordres de grandeur qui sont complètement... voilà, c'est à chaque fois un facteur 1000 quand même, 1000 plus loin. Pour aller vers Mars, c'est minimum 6 mois de trajet, 1 an sur place, 6 mois pour revenir. Donc déjà ça, c'est un défi humain d'avoir des astronautes qui sont capables de tenir pendant tout ce trajet-là.
Et puis c'est un défi technologique aussi d'aller là-bas. Donc dans un premier temps, on va aller vers la Lune, et puis après on verra si les technologies évoluent de façon. Enfin, c'est toujours difficile de prédire l'avenir, et à chaque fois qu'on a essayé de prédire l'avenir pour 10 ans plus tard, on s'est toujours trompé. Donc voilà, c'est un peu scabreux, mais l'objectif maintenant, c'est donc la Lune, Mars dans un avenir qui peut varier entre 20 ans au plus tôt et un peu plus si l'intérêt retombe ou s'essouffle pour une raison X ou Y. Et pour aller encore plus loin, ça dépendra. Il faudra une petite révolution technologique si on veut aller plus loin. Il faudra des propulsions nucléaires, des choses comme ça, si on veut vraiment aller plus loin. Et ça, c'est pas encore au point pour le moment. Quel âge il faudrait pour aller dans l'espace? J'ai pas vu d'où venait la question. Ah, ok. Quel âge il faut pour aller dans l'espace? Mais en théorie, on peut y aller à peu près quand on veut. Alors pour devenir astronaute, c'est la réponse un peu ennuyeuse et technique. Il faut à peu près 27 ans. Ça, c'est pour devenir astronaute. Mais après, pour aller dans l'espace, je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc, je pense que des enfants dans l'espace, ça pourrait aussi être une expérience intéressante de tester ça. Mais en tout cas, les astronautes, voilà, ils demandent une certaine expérience de vie. Et donc, c'est plus la limite que l'ESA avait mise, c'était 27 ans. J'avais vu qu'il y avait une question par ici. Moi, j'ai deux questions. En fait, à part pour la symbolique, genre, ça sert à quoi d'aller sur la Lune? Non, mais je pense Ça que. marche ou pas? Ouais. Et tu avais une deuxième question, tu dis? Vas-y, vas-y. Et l'autre question, c'est quoi le salaire d'un astronaute? Je sais pas à quelle question j'ai envie de répondre en premier. Non, mais donc la première question est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on veut aller sur la Lune? Moi, je pense que ça fait partie, c'est un peu ce que je disais à la fin, ça fait partie d'un élan qu'on a toujours eu au XVIe siècle, XVIIe siècle. Magellan, il est parti vers l'ouest, il s'est dit, je suis sûr que je vais trouver une route pour pouvoir faire le tour de la Terre. Ça avait jamais été fait. Je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui disaient, mais ça sert à quoi de faire ce tour du monde-là? Et puis il l'a fait, ça a donné naissance au monde qu'on connaît aujourd'hui, avec ses avantages, ses inconvénients, mais en tout cas, on augmentait le champ des connaissances, le champ des possibles, le champ des découvertes et de ce qu'on savait faire. Et je pense que nous, on a ça vraiment ancré en nous je veux dire humanité, de vouloir étendre notre champ de connaissances parce que c'est ce qui nous nourrit au plus profond de nous-mêmes. Et je pense que le fait d'aller sur la Lune de façon plus permanente, ça participe de cette envie-là, de cet élan-là. Et ici, l'objectif, c'est vraiment d'y aller de façon permanente, donc pas juste d'aller planter un trapeau pour la photo, je sais plus comment tu l'as formulé, mais quelque chose comme ça. C'est vraiment d'avoir une base qui sera cette fois-ci au pôle, là où il y a des ressources en eau, pour pouvoir être là de façon permanente, pour pouvoir de nouveau avoir à la fois une base pour éventuellement aller plus loin, développer des nouvelles technologies, et puis aussi faire des recherches en géologie qui n'ont pas pu être faites lors des précédents passages sur la Lune, parce qu'ils sont allés juste à quelques endroits, ils y sont restés quelques jours. Donc il y a plein de traces, et c'est un peu comme un livre d'histoire, la Lune. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas encore exploitées, de choses qu'on n'a pas encore découvertes là-bas. C'est ça aussi la beauté de la recherche, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir, mais il y a plein de choses, ça c'est sûr, à encore découvrir sur la Lune, avec cette base, cette fois-ci, qui sera permanente, avec de nouveaux moyens technologiques et géologiques pour étudier tout ça. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, le salaire des astronautes, en fait, on est fonctionnaire de l'Agence spatiale européenne. Il y a des grilles tarifaires, salariales de l'Agence spatiale européenne qui sont sur Internet. Et donc voilà, je peux te laisser. C'est décrit dans le truc. Hein. Mon niveau, c'est A3. Si tu veux, tu vas sur Internet et tu regardes A3, et puis voilà, tu auras le montant. Tout d'abord, bonjour et merci pour votre présentation. Je me demandais si vous deviez partir maintenant sur l'ISS, quels sont les 3 objets que vous prendriez avec vous? Alors, je prendrais un patch de Lunamur. Déjà, merci pour le t-shirt ESA. C'est cool de voir des t-shirts ESA. Hier, ils avaient des t-shirts NASA. J'étais là quand même. Non, donc les 3 objets que je prendrais avec moi, je pense que
il y a différents aspects, mais un des aspects que moi j'aime bien avoir en tête et garder à l'esprit, c'est si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, dans quoi on s'inscrit. Et ça rejoint un petit peu la question précédente. On participe à étendre notre champ de connaissances et à cet élan qu'on a en nous de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'aller à la Bibliothèque royale de Belgique où ils ont des manuscrits qui sont absolument géniaux. Ils ont des originaux de Copernic, par exemple. Et donc d'avoir ces premiers dessins qui représentent la Terre, donc le système plutôt héliocentrique, donc avec la Terre qui tourne autour de Soleil plutôt que l'inverse, et de voir que ça a créé donc la révolution, et l'héliocentrisme. Emmener ce livre-là, à mon avis, ça serait un super symbole d'avoir ce livre-là dans l'ISS et pour montrer que voilà, on s'inscrit dans ces pages d'histoire qui ont été écrites par des générations et des générations de scientifiques, que nous, on essaie d'écrire une page supplémentaire de ce livre-là. Donc, pour cet aspect-là, je dirais un original de Copernic, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec eux. Celui qui s'occupe de la bibliothèque nous a donné l'autorisation de prendre ce livre-là. Et puis, il y a l'aspect aussi familial. 6 mois, quand même, l'air de rien, c'est long. Si on part maintenant, ça veut dire qu'on rentre pas avant fin septembre, début octobre. Ça veut dire qu'on loupe les fêtes de Wallonie. Et donc, je prendrais, quelque chose de symbolique de ma famille pour essayer de garder ce contact-là avec ma famille. Qu'est-ce qui se passe si vous touchez un débris? Boum. Non, mais c'est une très bonne question. Et évidemment, c'est un des dangers qu'il y a à bord de l'ISS. Les 3 urgences à bord de l'ISS, c'est feu, dépressurisation et atmosphère toxique. Et dépressurisation, ça peut arriver s'il y a un débris qui touche l'ISS. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au suivi des débris pour éviter ces risques de collision. Donc, s'il y a une collision, ça peut créer un trou et puis l'air s'échappe de l'ISS. Donc, on essaye d'éviter ça à tout prix. Et quand il y a des probabilités d'une rencontre entre un débris et l'ISS, il y a différents codes en fait pour être un peu dans le détail de ça, avec différents niveaux de risque, avec des couleurs qui sont associées. Et le risque le plus élevé, quand on est au-delà de, je pense, 5% de risque d'une collision, les astronautes doivent tous aller revenir dans leur capsule et être prêts à évacuer l'ISS s'il y a vraiment collision. Donc on est préparé à ça et ça arrive pas si souvent que ça qu'il y ait des manœuvres d'évitement et ces scénarios-là, mais ça arrive de temps en temps parce que en effet il y a des débris sur la même orbite que l'ISS. J'avais vu une question de ce côté-ci. Il n'y a pas de question de ce côté-ci? Si. Est-ce que quand vous partez en mission, vous avez le droit de prendre vos téléphones pour contacter vos proches? Oui, et ça fait partie du soutien psychologique qu'on a pendant ces missions de longue durée. Donc avant, dans les années, par exemple, la mission de Dirk Friemuth, c'était quelques jours. Dans des missions comme ça, en gros, on est concentré, on travaille tout le temps. Voilà. Mais ici, dans des missions de 6 mois, c'est important d'avoir de la bonne nourriture, d'avoir de temps en temps un jour de repos, de pas travailler tout le temps, parce que c'est juste pas humainement possible de travailler tous les jours à fond pendant 6 mois. Et on a notamment la possibilité aussi de contacter nos proches, pas tout le temps en vidéo, mais on n'a pas notre téléphone, mais il y a des systèmes Teams ou en ligne qui nous permettent d'envoyer un lien et puis de se connecter avec la famille. Donc ça, on peut le faire. Je sais pas si c'est exactement tous les jours, mais en tout cas quelques fois par semaine au minimum. Oui, bonjour. Vous remercier d'abord parce que ça donne à rêver vraiment. Et alors, je me demandais quelle était l'intuition, la réponse d'un astronaute au paradoxe de Fermi, donc au fait qu'il devrait grouiller de vie dans l'univers et que pourtant on n'a jamais eu aucun contact. Je me demandais quelle était votre intuition. Mais je n'ai aucune certitude, évidemment, là-dessus. J'en parlais ce matin avec
quelqu'un à l'ULB et on parlait d'un article scientifique qui vient de sortir où une équipe japonaise a ramené des poussières d'une astéroïde et une poussière où il y avait les blocs de base de l'ADN. Et donc, ça suggère qu'il y a quand même des formes de vie disons que c'est des éléments qui indiquent que la vie pourrait avoir existé ou existé à d'autres endroits dans l'univers. Et c'est vrai que quand on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos de James Webb télescope ou des choses comme ça, la quantité de systèmes solaires plus ou moins équivalents à notre système solaire qui existe, avec des planètes habitables, on se dit que ça serait quand même bizarre qu'il n'y ait rien d'autre que nous. Donc moi, si je devais parier, je dirais plutôt qu'il y a une certaine forme de vie qui doit exister, pas forcément la même que la nôtre, pas forcément des petits bonshommes verts, mais une certaine forme de vie, j'ai l'impression que ça doit exister. Mais à part ça, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Bonjour. Quand vous avez eu la possibilité de devenir astronaute, est-ce que vous avez hésité ou ça vous paraissait pas impressionnant? Non, je n'ai pas hésité. Non, mais je pense que tu as raison. Il y a des moments où on se dit, bon, ben là, c'est en fait en train de devenir vrai. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que ça a des implications sur plein de choses, sur notre vie familiale notamment. Mais moi, j'avais ce rêve tellement chevillé au corps que non, j'ai pas vraiment douté quand on m'a fait cette proposition-là. Et par contre, ce que j'essaie de faire, c'est que ça soit pas juste une aventure personnelle pour moi, mais que ce soit vraiment une aventure collective pour ma famille et pour le plus grand nombre qui sont intéressés par ce projet-là. Mais au moment où on m'a proposé ça, j'ai pas trop hésité. Voilà. Bonjour, merci pour votre exposé. Nous sommes radio-amateurs, alors une question que l'on se pose. Imaginons un incident à bord de l'ISS et vous devriez refaire des soudures à l'étain. En non-pesanteur, comment faites-vous? Je n'en ai aucune idée. Et j'imagine tout à fait qu'il y a une procédure qui nous explique ce qu'il faut faire pour faire des soudures à l'étain en impesanteur. Donc il y a des milliers de procédures qui sont disponibles dans les ordinateurs à bord de la Station spatiale internationale. On doit en connaître 3 par cœur, les 3 qui correspondent aux procédures d'urgence. Tout le reste, ce qu'on nous demande, et l'entraînement, il vise à nous habituer à exécuter ces procédures-là sans faire trop d'erreurs, sans faire d'erreurs du tout si c'est possible. Mais à part ça, on a juste à exécuter des procédures en clair. Donc on est des techniciens qualifiés, mais on n'a pas de formation spécifique à l'avance sur toutes ces procédures. Et j'espère que ce cas-là est plutôt peu probable et que c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas eu de formation à ce sujet. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'au-delà des avancées majeures scientifiques, vous pensez qu'il y a aussi dans le domaine de la conquête de l'espace des enjeux géopolitiques et aussi peut-être pouvez-vous être porteur d'un message de paix, puisque les grandes puissances qui sont dans cette station sont en collaboration. Et donc, c'est aussi une autre manière de lire ce qu'il se passe au niveau géopolitique. Bien sûr, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'ISS s'est construite quelques années après la chute du mur de Berlin. Symbole génial de en quoi l'espace peut être un endroit où les gens se parlent. Donc, moi, je suis tout à fait pour essayer de promouvoir cet idéal-là. Et évidemment, il y a des réalités terrestres qui viennent de temps en temps contrarier ça, mais voilà. Et comme souvent, quand on parle de relations personnelles, moi, je suis allé m'entraîner à la Cité des Étoiles à Moscou. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec nos collègues russes. Et si cette collaboration-là, elle permet de toujours garder des ponts pour que nous, on se parle, et si ça peut avoir un impact sur Terre, évidemment, c'est ce à quoi on aspire. Après, il y a évidemment d'autres dimensions. Il ne faut pas être naïf. Il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Et on n'a pas toujours le dernier mot, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on aspire. Bonjour, vous avez dit pendant votre présentation que vous étiez souvent observé
par plein d'examinateurs. Comment vous faites pour au quotidien ne pas trop subir cette pression et que ça n'a pas un trop gros impact sur votre vie? Ben, comme beaucoup de choses, on s'y habitue. Et je pense que oui, au début, ça peut être un peu impressionnant. Moi, la première fois que je suis allé à la NASA, ou la première fois que j'ai fait l'entraînement aux sorties extravéhiculaires, c'était impressionnant. J'ai pas très bien dormi la veille. Et puis, comme tout, j'imagine que ton premier examen à l'université, tu vas être impressionné. Ton premier oral, tu vas être impressionné. Et puis, tu vas en faire plus et plus. Et ça va se passer mieux. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est la pratique qui aide à passer plus facilement à travers ça. Et dans mon cas, voilà, ça a été le cas. Et puis, à partir d'un certain moment, les instructeurs commencent quand même à te connaître et à voir que, voilà, tu fais les choses sérieusement et tu es plus tellement que dans un lien de pure observation, mais plutôt de collaboration avec les gens à la NASA qui sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues quand même. Leur objectif aussi, c'est d'avoir des astronautes qui sont le mieux préparés possible. Quelles sont les expériences que vous allez faire sur la Station spatiale internationale? Alors, les expériences qu'on va faire sur l'ISS, les astronautes qui partent pendant des durées comme celle-là de 6 mois à peu près participent à une bonne centaine d'expériences. Et ces expériences, on les prépare juste avant la mission parce que on veut qu'on soit très frais sur ces expériences-là et on veut aussi savoir avec un certain degré de certitude quand on va voler. Donc, dans mon cas, je ne sais pas exactement quand je vais aller vers la Station spatiale internationale et j'ai donc pas encore eu d'entraînement sur ces expériences-là. Je sais juste qu'il y aura donc les 3 expériences belges, dont une expérience namuroise, qui seront menées à bord de l'ISS et puis une centaine d'autres expériences qui seront donc dans différents domaines, notamment la science des matériaux, la biologie cellulaire, etc. Mais à part ça, je ne peux pas te donner plus de détails concernant ces expériences-là. Quand vous serez à bord de l'ISS, est-ce qu'il est prévu un blog ou d'autres campagnes de communication vis-à-vis du grand public, un peu comme Thomas Pesquet avait fait pour vulgariser les expériences? Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je suis génération Thomas Pesquet. J'ai vécu cette aventure-là avec lui grâce à sa façon de partager les choses sur les réseaux sociaux. Donc on essaye de faire ça déjà maintenant sur les réseaux sociaux et ça va s'amplifier pendant la mission. Et d'ailleurs, donc si vous avez plus de questions, on essaie de régulièrement faire des séances de questions-réponses notamment sur Instagram. Donc on essaye de faire ça pour partager ça avec le plus grand nombre et de nouveau ne pas vivre ça comme juste un projet personnel mais comme une aventure collective. On a un astronaute belge tous les 20 ans. Moi, j'ai rêvé avec Dirk Friemuth, j'ai rêvé avec Frank de Wien et j'espère être à la hauteur des rêves qu'ils ont mis en moi à l'époque. Alors là, la séance de questions-réponses touche à sa fin. On va prendre une dernière question ici. Je tenais avant tout aussi à vous dire que après, une fois qu'on aura terminé ceci, la séance de questions-réponses, il y a des séances de photos qui sont prévues pour les écoles. Donc restez bien dans la salle et on vous appellera, on viendra vous chercher les uns après les autres pour venir prendre une photo avec Raphaël. On a plusieurs questions. On voulait d'abord savoir ce que vous pensez du tourisme spatial. Donc la question sur le tourisme spatial. Moi, je pense que dans beaucoup de choses, il y a du bon, du moins bon. Enfin, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Je ne veux pas donner de jugement de valeur absolu, mais par exemple, SpaceX a reçu un contrat de la part de la NASA pour amener des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Donc, d'une certaine façon, c'est de l'industrialisation, c'est des acteurs commerciaux qui viennent là-dedans. Ça permet de développer des nouvelles technologies. Maintenant, on a des fusées de SpaceX qui réutilisent presque l'entièreté de la fusée. Ça permet de diminuer le coût des lancements des astronautes vers l'ISS. Donc ça, c'est évidemment les côtés positifs. On améliore aussi la sécurité des astronautes parce que dans le cahier des charges de la NASA, on veut qu'il y ait un niveau de sécurité qui soit très élevé. Donc je dirais que tout ça, c'est plutôt de l'ordre du positif. Après, l'Agence spatiale européenne n'est pas dans une philosophie d'aller pendant quelques minutes en orbite faire des cumulets et puis comme Katy Perry revenir au sol et faire un bisou à la Terre. C'est pas ça qu'on a en tête, mais si ça permet des développements technologiques et de pouvoir
aller dans l'espace dans des meilleures conditions de sécurité. Je pense que globalement, c'est plutôt une avancée positive. Alors, il faut être évidemment attentif aux dérives, mais globalement plutôt positif. Merci. Je voulais terminer en vous demandant quelles sont les connaissances linguistiques que vous devez maîtriser en tant qu'astronaute. En tant qu'astronaute, les connaissances linguistiques sont de parler l'anglais et le russe pour aller à bord de la Station spatiale internationale. Donc ça faisait partie du deal quand ils ont construit cette ISS, et que tout le monde qui allait là pour des missions de longue durée devait parler anglais et russe. Et puis après, il faut évidemment parler les langues de son pays. Donc moi, ma langue maternelle, c'est le français, et je m'attelle aussi à parler un maximum le néerlandais pour pouvoir partager ça avec toute la Belgique et pas juste avec une partie de notre pays. Alors encore merci Raphaël. Alors voilà, donc pour les séances photos, c'est Wavre qui va pouvoir sortir en premier pour aller faire les photos. Et, pour le grand public, je vous en prie, la porte est ouverte pour que vous puissiez quitter. Vous avez l'autorisation. Je m'étais renseigné, c'est ma compagne.